Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous pour vous parler de dernières news concernant le cinéma et les séries qui sont tombées dans les jours qui viennent de s'écouler. Et alors attention, on a un gros programme aujourd'hui, restez bien jusqu'au bout parce qu'on vous fera quelques petites recos sur les sorties cinéma de la semaine et on vous présentera également notre grand concours de la Saint-Valentin. On commence tout de suite avec une info de poids, puisque tout simplement on assiste à la possible chute de Joss Whedon. Et Joss Whedon, c'était pas n'importe qui, vous avez même sûrement vu déjà des trucs qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien c'est le papa, le showrunner, le créateur de la série Buffy contre les vampires, qui est une œuvre culte, sur laquelle on va très bientôt revenir dans une excellente vidéo, mais surtout une œuvre qui a façonné la représentation et l'écriture des personnages féminins dans les séries, mais de manière beaucoup plus large, y compris au cinéma, après sa création. Parce qu'il y avait un regard, il y avait une manière de rendre active, puissante et, on va dire, protagoniste véritablement du récit, les personnages féminins, qui étaient à l'époque, en tout cas au moins sur la forme et dans les schémas de représentation, extrêmement novatrices. Il a donc eu une influence énorme, il a été considéré comme un des créateurs, on va dire, les plus féministes et progressistes et qui, véritablement, mettait en acte pas mal de revendications, de demandes et de réflexions que portaient les femmes à l'époque et qu'elles portent encore d'ailleurs. Après quoi, il a réalisé quand même les deux premiers films Avengers qui ont été littéralement les locomotives qui ont propulsé dans l'espace le MCU, le Marvel Cinematic Universe. C'est même lui qui a été appelé à la rescousse par Warner quand il a fallu opérer une partie des reshoots de Justice League puis finaliser la post-production du film après que Zack Snyder l'ait quitté pour suite à une tragédie familiale. Eh bien, justement, pendant la production de Justice League, il se trouve qu'il y a un comédien, celui qui interprète Cyborg, qui s'appelle Ray Fisher, qui, quelques mois après la sortie du film, et depuis maintenant un long moment, a porté des accusations assez violente à l'encontre donc de Joss Whedon, expliquant que lui, et à travers lui le studio Warner, avait laissé s'installer et avait même activement participé à l'installation d'un climat de travail toxique, dangereux, qui avait favorisé tout simplement des relations oppressantes, oppressives, mais également un certain climat de racisme sur la production. Alors, il a porté ces accusations de manière répétée, très violente, notamment via les réseaux sociaux, ce qui a amené Warner à diligenter une enquête en interne. Ray Fisher a expliqué qu'il estimait que cette enquête était malmenée et en fait était ce que les Américains appellent un PR stunt, c'est-à-dire une cascade de relations presse, littéralement, en gros, une espèce de manière de mettre la fumée sous le tapis. Ça n'est pas facile de mettre la fumée sous le tapis, sachez-le, c'est plutôt la poussière qu'on met sous le tapis. Bref, Ray Fisher a continué à porté ses accusations très fortement jusqu'à ces dernières semaines, et là, eh bien, tout simplement, il a reçu le soutien de quelqu'un qui n'est pas n'importe qui est Charisma Carpenter, qui est une des comédiennes de Buffy. Alors ça, c'est un premier truc, un premier soutien de poids, parce que là, pour le coup, c'était la première fois, on va dire, que quelqu'un qui n'était pas dans le cadre de Justice League, qui a travaillé, et qui a travaillé des années avant avec Joss Whedon, disait, en gros, moi aussi, m'est arrivé des trucs terribles. En gros, et vous pouvez aller lire le détail de ces déclarations sur le site, sur Écran Large, où on vous les a bien traduites, joliment mises en images, et comme ça, vous allez pouvoir vous intéresser en détail à ce qu'elle dit. Mais en gros, elle accuse effectivement, elle aussi, Joss Whedon, d'avoir eu un comportement extrêmement venimeux, extrêmement toxique, qui s'approche assez fort quand même du harcèlement à son endroit, notamment lorsqu'elle était enceinte, et un comportement qui a amené à son éviction, et voilà, donc vous pouvez lire tous les détails sur le site, c'est assez édifiant. Il faut noter qu'elle a été très rapidement également soutenue par Sarah Michelle Gellar, qui a fait une déclaration également assez estomacante, parce que très dure, expliquant que si elle souhaitait toujours voir son nom associé à Buffy, elle ne voulait plus que son nom soit associé à celui de Joss Whedon. Elle a ensuite été suivie par une autre comédienne de la série, toujours Buffy contre les vampires, Amber Benson, et puis tout récemment c'est Michelle Trachtenberg qui est également venue apporter son soutien. En gros, il n'y a plus que Alyson Hannigan qui ne s'est pas prononcé sur la question, mais il faut bien voir que ça fait beaucoup de monde, des gens qui ont travaillé longtemps avec lui, et que donc forcément, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence en se disant, est-ce que là on n'est pas, oui effectivement, face à quelque chose qui est sur le point de faire tomber une idole. Et la question est d'autant plus intéressante qu'en réalité, toute une partie de ces faits ne sont pas nouveaux. Non, Charisma Carpenter notamment, même si là aujourd'hui elle est revenue avec force détail sur ces événements et en donnant beaucoup plus d'éléments, elle avait déjà pris la parole pour dire combien elle estimait que travailler avec Joss Whedon était quelque chose de nocif. Il en va de même pour l'ex-femme de Joss Whedon qui avait pointé du doigt celui qu'elle estime être un faux féministe. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant des mois, beaucoup de gens ont dit et expliqué que quand même Ray Fisher était bien seul à porter ses accusations, que oh là 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 là, le salopio, en fait, il voulait probablement faire du mal ou à Warner ou à Joss Whedon, il est peut-être temps un petit peu de remettre ces choses en question et de se demander pourquoi personne n'a voulu entendre, pourquoi finalement, en dehors des réseaux sociaux et de leur caisse de résonance propre, il y a eu, j'ai envie de dire, si peu d'empathie à l'endroit de ce comédien et pourquoi
beaucoup de gens sont partis du principe que ce qu'il racontait était nécessairement erroné, déplacé, malvenu et n'avait rien à faire sur la place publique. J'ajouterais que quand on voit le temps que mettent ces témoignages, non pas à sortir, parce qu'encore une fois, beaucoup d'entre eux existaient déjà depuis longtemps, mais le temps qu'ils mettent à être entendus et reconnus comme des témoignages, ça doit un petit peu nous faire réfléchir aussi à pourquoi tant de personnes, qu'elles soient victimes directes, victimes indirectes, témoins, hésitent à prendre la parole, parce qu'elles savent tout simplement, ces personnes, que quand elles vont prendre la parole, elles vont bien souvent en prendre plein la tronche, n'en déplaise à ceux qui aiment à expliquer que quand on témoigne d'un abus, c'est évidemment pour la gloire bien connue. Ensuite, autre sujet, autre problème, Gina Carano vient de se faire virer de The Mandalorian, la série Star Wars, enfin dans l'univers Star Wars, qui est donc diffusée, dont la deuxième saison s'est achevée il y a peu sur Disney+. Alors, Gina Carano, c'était l'interprète de Cara Dune qui était donc cette femme très forte, très puissante, aussi bien physiquement qu'avec un blaster dans la main, un des personnages les plus iconiques et les plus identifiés de la série, et aussi, on peut le dire, un des préférés des spectateurs. Et bien, tout simplement, la pauvre Gina, Gina s'est fait virer. Pourquoi elle s'est fait virer? Eh bien, tout simplement, cela fait maintenant des années que Gina Carano ne cache pas sur les réseaux sociaux qu'elle appartient, on va dire, à une frange de l'opinion, j'ai envie de dire très conservatrice, mais c'est un peu une insulte aux conservateurs. Non, en gros, elle partage depuis moult temps, et ça s'est intensifié ces derniers mois, pas mal de fake news, de trucs à la limite du complotisme, de délire sur les vaccins, les masques, etc. Blablabla. Elle explique régulièrement comme c'est dur d'être républicaine aux États-Unis, sûrement quelqu'un qui ne doit pas capter Fox News à la maison. Bref, et elle s'est illustrée donc ces derniers jours en expliquant que actuellement, être républicaine aux États-Unis, c'était un petit peu comme être juif sous le Troisième Reich. Une remarque dont je laisse à chacun décider ou non si elle est antisémite, mais qui est avant tout d'un irrespect pour l'histoire et surtout d'une bêtise qui est parfaitement spectaculaire. C'est-à-dire que vous pouvez bien prendre le problème par quelque angle que ce soit, oui, non, si c'est franchement antisémite, j'essaye d'être gentil avec les fans de Gina Carano, mais en plus d'être vraiment stupide, c'est profondément antisémite comme remarque. Donc bref, Disney a publié un communiqué de presse lapidaire en expliquant que non, elle ne travaillait plus pour Disney, elle n'apparaîtrait plus dans The Mandalorian. C'est d'autant plus tragique pour elle qu'au mois de novembre, le studio s'apprêtait à la nommer, à la mettre à la tête de sa propre série, d'un spin-off qui se serait intitulé Star Wars Rangers of the New Republic. Bon évidemment, elle n'y sera pas. Hein, et donc effectivement, le Hollywood Reporter vient de révéler que le studio songeait depuis en gros courant novembre à se débarrasser d'elle et avait attendu, on va dire, sa sortie la plus dégueulasse pour la virer. Alors à tous ceux qui se diraient « Oh là là, la liberté d'expression, on peut plus rien dire, c'est vraiment la dictature, elle est bien pensant ». Alors, par définition, il est un petit peu faux de dire qu'on ne peut plus rien dire, vu que ce qui lui est arrivé, c'est à cause de ce qu'elle dit. On peut donc dire ce qu'on veut. Rappelons qu'en plus de ça, aux États-Unis, non seulement la liberté de parole est encore, la liberté d'expression, on va dire, est encore plus souple que la nôtre en termes d'un point de vue légal, mais en plus de ça, il y a, au-delà, nous, des réseaux sociaux qu'on a l'habitude d'employer, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, il y a aussi des réseaux sociaux dits de droite, dits conservateurs, ou en tout cas, qui voient d'un très bon œil que ce public s'exprime sur leur plateforme et qui s'adresse spécifiquement à eux. Je pense à des réseaux sociaux comme Parler, comme, je crois que c'est Gab, bref, voilà, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne peut rien dire, et surtout pas aux États-Unis. Et puis, ajoutons ensuite un truc, c'est que Gina Carano, quand elle travaille pour Disney, elle fait partie de l'image de Disney. Je suis désolé, quand vous travaillez pour un grand studio, qu'il soit américain, qu'il soit français, qu'il soit belge, qu'il soit moldave, évidemment, quand vous travaillez pour un film, eh bien, vous mêlez votre image à celle du film. Vous pouvez trouver ça bien ou mal, c'est depuis que le cinéma existe, on va dire, c'est un des contre-coups, un des aspects du fait d'être une star, c'est que vous êtes identifié à l'image du film, du studio, de l'entreprise à laquelle vous travaillez. C'est comme ça. Bon, après, hein, voilà, quand on gagne des millions, on doit pouvoir supporter ce genre de petits inconvénients, si tant est que ce soit des inconvénients. Mais bref, tout ça pour dire que si Gina Carano n'a pas été capable de se rendre compte qu'en prenant des positions qui sont radicalement opposées à celles de Disney, encore une fois, vous pensez ce que vous voulez de ces positions, vous pensez ce que vous voulez des positions de Disney. J'ai pas particulièrement de sympathie pour l'entreprise Disney, loin s'en faut. Néanmoins, si vous prenez publiquement, alors que vous avez un énorme écho public, des positions qui, en plus d'être franchement cons comme des bites à genoux, sont en totale opposition avec celui qui vous paye et vous paye grassement, à un moment vous allez vous faire lourder. Je veux dire, c'est du b.a.-ba, c'est même pas de la censure, ça n'a rien à voir, c'est tout simplement une question de cohérence éditoriale. Je veux dire, vous imaginez bien que voilà, ça peut pas marcher pour Disney, surtout que Disney a une sainte horreur du conflit et de la polémique. Disney, une grande partie de sa valeur, du moins aux yeux de ceux qui dirigent l'entreprise, c'est son image familiale. Vous pouvez difficilement devenir ultra familial quand vous avez quelqu'un qui vous explique que les républicains antisémites qui étaient au Capitole
gueule, franchement, c'était des petits choubichous qui ont vraiment pas mérité de se prendre des coups dans la face. Donc voilà. Gina Carano, eh ben écoutez, c'est plus terrible pour The Mandalorian que pour l'humanité, mais si c'est une comédienne que vous aimez beaucoup, eh ben il y a un film que vous n'avez peut-être pas vu, que vous n'avez même sûrement pas vu, parce qu'il n'a pas eu un grand succès, un film qui est excellent, qui est avec elle, qu'on vous recommande chaudement, qui s'appelle Haywire, Piégé en français, il est réalisé par Steven Soderbergh, c'est un film dans lequel elle joue, on va dire, une commando, assassin, meurtrière, qui travaille en top secret pour les États-Unis, et qui va tout simplement se venger de ses patrons qui l'ont très maltraité. On va vous en balancer un petit extrait, parce que c'est un film qui a une classe folle, qui est bourré d'idées, et qui a des bastons d'une brutalité exemplaire. Donc si malgré tout ça vous avez encore envie de regarder Gina Carano, eh ben regardez Piégé, c'est dispo sur Amazon Prime, sur Orange, sur Canal VOD et sûrement sur d'autres plateformes que j'oublie. On vous le recommande vraiment. Une dernière news avant de passer à nos recommandations, eh bien c'est le cinéma français qui se retrouve soudain décapité, en tout cas possiblement décapité, tout simplement parce que le président du CNC, Dominique Boutonnat, a été mis en garde à vue, puis à l'issue de cette garde à vue mis en examen pour deux accusations, une accusation d'agression sexuelle et une accusation de tentative de viol sur la personne de son filleul qui est âgé de 22 ans, c'est lui le plaignant, son filleul qui est donc le fils d'une amie d'enfance de monsieur Boutonnat. On imagine que c'est une affaire qui est problématique et complexe, et surtout, alors qui est Dominique Boutonnat? C'est un producteur, un ancien producteur, qui a été nommé par Emmanuel Macron en juillet 2019 à la tête du CNC, le Centre National de l'Image de Cinéma Animé, enfin bref, en gros, le grand chef d'orchestre et grand législateur du cinéma en France. Donc vous imaginez bien que quand un événement comme ça se passe, ça pose beaucoup de questions. Déjà, est-ce que M. Boutonnat va pouvoir rester en place? Moi, je fais partie des gens, et je pense que la majorité des gens se disent qu'il est quand même assez difficile de tenir pareil poste après avoir, en tout cas au moment où on se retrouve avec des accusations de cette nature. Évidemment, d'ailleurs, le collectif 50-50, qui œuvre à la parité et à la visibilité de cette parité dans le cinéma, a fait savoir qu'il demandait la mise en retrait de Dominique Boutonnat de son titre donc de président du CNC. C'est également ce qu'a fait la SRF, la Société des réalisateurs de films, réalisateurs et réalisatrices de films. Et bon, il y a quand même fort à parier que voilà, Dominique Boutonnat ne pourra pas rester à la tête du CNC vu la situation. On peut également le souhaiter parce qu'il est assez terrible, il serait assez terrible qu'une institution de cette nature soit représentée par quelqu'un sur qui, à minima, est porté ce type d'accusation. Ensuite, ça pose également la question de comment va fonctionner le CNC dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, tout simplement parce que Dominique Boutonnat avait aussi été placé là pour être disruptif et aller un petit peu, on va dire, contre la tradition politique du CNC. Il visait notamment, il le disait bien volontiers, à augmenter ce qu'on va dire la part de l'investissement privé dans le cinéma français, plutôt au détriment de ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire une proportion importante, ou en tout cas un démarrage plutôt, des financements des films via le financement, non pas public, mais on va dire via les subsides du CNC. Il visait également à réduire l'investissement du CNC dans le cinéma de patrimoine. Il avait beaucoup diminué les subventions données au cinéma de patrimoine, qui sont très importantes en réalité pour la mémoire du cinéma, et visait un peu à les remplacer par des espèces de plateformes participatives privées à moitié crowdfunding. Enfin voilà, tout ça était encore assez flou, et donc c'est d'autant plus important qu'on sait qu'en ce moment, il y a des négociations très importantes qui ont lieu entre le CNC, mais également les plateformes de streaming. Et donc voilà, comment tout ça va pouvoir continuer, évoluer dans cette situation, on ne le sait pas, mais on vous le dira, on va le suivre, parce que c'est très important, non pas pour l'avenir de Dominique Boutonnat, qui ne nous intéresse pas beaucoup, mais pour l'avenir d'abord du CNC, mais aussi de la création en France. Donc c'est un sujet bien plus vaste, bien plus épineux que sa dimension de faits divers abominables, et donc on va suivre un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Et on termine maintenant avec nos recos de la semaine. Alors, il y a plusieurs films qui sont sortis, évidemment pas en salle parce que les cinémas sont toujours fermés chez nous, mais sur les plateformes diverses et variées. On commence avec En passant pécho, qui est dispo sur Netflix et qui est l'adaptation en long métrage de la web-série éponyme. Eh ben écoutez, c'est ce qu'on appelle un stoner movie, un film où il est question de drogue, de défonce et surtout de bêtises. Eh bien, il y a beaucoup de bêtises, c'est beaucoup trop long, mais néanmoins, je dois bien l'admettre, je me suis bien marré, donc je vous recommande d'aller lire la critique qui est en dispo sur le site Écran Large, et il y a le lien en description de cet article. Ensuite, on va aussi vous parler de La Mission, qui s'appelait il y a encore peu News of the World, autre film qui aurait dû sortir en salle, qui est un western, et qui arrive finalement sur Netflix. Il est réalisé par Paul Greengrass. Paul Greengrass, c'est le réalisateur connu pour ses films d'action, car il a notamment mis en scène 2 des épisodes des aventures de Jason Bourne. Et bien ici, il nous raconte donc un western avec Tom Hanks, qui, je l'espère, devrait vous surprendre à plus d'un titre, un film qui est
assez lent, assez classique, mais, comme vous le dit l'excellente critique de l'ami Antoine Delru, qui est en lien en description de cet article, eh bien, il y a plein de jolies choses dedans. On va également vous dire un tout petit mot de The Nest, dont l'ami Alexandre Janoviak a écrit la critique. Eh bien, The Nest, qui est un drame, un thriller étouffant, avec Jude Law et Carrie Coon, qui aurait dû également sortir en salle, mais qui arrive sur Canal+. Eh bien, il est plein de bonnes choses, ce film, et pour savoir quelles bonnes choses, il vous suffit d'aller lire la critique d'Alexandre, qui, figurez-vous, est en description de cet article, c'est merveilleux. Ensuite, je vais vous dire un petit mot d'un film qui est sorti à l'heure, là, à l'instant où on fait cette vidéo, qui s'appelle Palm Springs, qui est disponible sur Amazon Prime, qui lui aussi, c'est incroyable, devait arriver au cinéma. Ça a été le film acheté le plus cher de toute l'histoire du marché du cinéma de Sundance, un peu plus de 17 millions, je crois. Bref, c'est un chiffre énorme. Eh bien, c'est une boucle temporelle, un peu en mode Russian Doll, où il était Un jour sans fin. Eh bien, tout simplement, c'est la même chose, mais un peu différent. Avec deux personnages qui ne vont pas utiliser, on va dire, les règles du genre de la même manière que d'habitude. C'est très drôle, c'est plutôt tendre, c'est coloré, c'est joli, c'est un petit bonbon à suçoter pendant des heures. Non, vraiment, c'est un film très plaisant. Et là aussi, eh bien, devinez quoi, la critique, elle est dispo sur le site d'Écran Large, et il y a le lien en description de cette vidéo. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. Combien de fois ai-je dit le mot vidéo? Personne ne le sait dans cette vidéo. C'est le moment, si vous ne l'êtes pas encore, de vous abonner, de nous donner des sous, de nous laisser des pouces bleus, des gentils commentaires, de taper la cloche pour arrêter de louper les vidéos de votre chaîne préférée ou de votre deuxième chaîne préférée, ou même de ne pas louper les vidéos. Laissez-nous des commentaires, laissez-nous des insultes. Nous, on vous embrasse et j'essaye désespérément de trouver une chute qui soit vulgaire et brillante, mais je n'en ai pas, alors à bientôt.